Madame, Monsieur, bon début de semaine à tous. Merci de suivre ce magazine kiosque. Nous sommes aujourd'hui lundi 28 août 2023. L'actualité en République démocratique du Congo est abondante ce matin. Il y a les présidents burundais, Evariste Ndayishimiye qui est à Kinshasa en séjour de 2 jours. On parle des accords de coopération militaire qui sera signé entre lui et son pays et la République démocratique du Congo. Et entre-temps, réunis jeudi à Nairobi, les ministres de la Défense de 7 pays de l'EAC ont convenu de maintenir les troupes de la force régionale au-delà de 8 septembre, date d'expiration du mandat, pour consolider, d'après eux, les projets faits sur le terrain. Nous allons analyser ce sujet avec nos invités. Et là, déjà hier, dimanche, c'était la clôture de l'opération de dépôt des candidatures pour la députation provinciale et les conseillers communaux. On parle de l'engouement. Les Congolais attendent toujours la dernière minute. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Et puis le projet de budget 2024 chiffré à plus de 40 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport à la loi de finances de 2023. Nous allons également en parler avec nos invités ce matin dans ce plateau de kiosque. Voilà, Madame, Messieurs, ce sont là les grands sujets à la une de l'actualité, sans oublier bien sûr les congrès ordinaires de l'UDPS, la candidature de Félix Tshisekedi pour la présidentielle de 2023 a donc été retenu au niveau de son parti, l'UDPS. Voilà. Madame, Messieurs, merci. Nous avons 2 invités. Il s'agit de Patrick Eyalé qui sera face à Pascal Owende. Patrick Eyalé, bonjour. Bonjour, Madame Gisèle. Voilà. Pascal Owende, c'est votre co-débatteur. Bonjour, Pascal. Bonjour, Gisèle. Bonjour, Patrick. Même si on a fait plus de 2-3 semaines, c'est pas vu. Il a perdu les bonnes habitudes où on pouvait s'appeler chaque matin. Ah bon? Voilà, on se retrouve sur le plateau. Je crois que nous allons analyser objectivement les questions d'actualité telles que classées ou sinon sélectionnées par votre personne. Vous n'avez pas un biscuit, un sujet Oui, le particulier? biscuit ne manque pas. Ici, c'est une dénonciation en fait. Parce que j'ai suivi le professeur Ndaïwel, que je respecte beaucoup. C'est un scientifique irréprochable en toute réalité. Mais simplement, j'aime respecter l'honnêteté scientifique. Lorsque c'est un travail d'esprit, je crois que la moindre des choses, c'est citer l'auteur, sinon l'initiateur, sinon le géniteur d'une pensée. Et j'ai suivi sa proposition sur la nouvelle constitution. Je suis très d'accord avec lui parce que j'ai toujours estimé que la constitution que nous avons ici ne reflète pas nos cultures, nos valeurs. C'est une constitution importée absolument dedans des valeurs françaises et nous pensons qu'elles sont nos valeurs. Là, il n'y a pas de problème. Mais simplement, il y a une idée qui a été longtemps et autant de fois avancée par moi qu'il a pu récupérer, il n'a pas su me citer. Je proposais que, au regard des problèmes que nous avons, j'ai fait une expérience, élection 2006, 2011, 2018 et bientôt 2023, le mandat de 5 ans prévu dans la Constitution, dans la disposition 220, pose des problèmes dans la gestion. Pourquoi? Parce que lorsqu'un élu, le président est élu, à 5 ans, les 5 ans-là, il ne travaille pas pendant 5 ans. Vous allez vous rendre compte, la première année, c'est l'année des contestations électorales, nous perdons le temps comme ça. La dernière année, c'est l'année de préparation électorale. Et il n'a que 3 ans de travail. Et généralement, je suis allé, j'ai essayé d'observer comment les chefs d'État en fonction sont élus pour un 2e mandat en Afrique. Généralement, ils gagnent les élections haut la main. Et ils gagnent 10 ans. Alors, lorsque on a 10 ans, de 5 ans, vous allez vous rendre compte que nous perdons au moins 4 ans. Et celui qui est élu ne travaille que pendant 6 ans. Or, si nous avons un mandat, du coup, de 10 ans, on va faire bénéficier à celui qui est élu au moins 8 ans de travail et nous aurons perdu 2 ans comme d'habitude, contestation électorale et préparation électorale. La même idée, j'ai entendu les militants de mon grand frère Sami Badibanga la reproduire, mais la curiosité, c'est qu'ils ne me citent pas
Moi, je veux que l'opinion comprenne qu'il s'agit Vous de réclamez l'initiative. votre droit. Non, non, c'est ma Le réflexion. droit de réflexion. Autant, j'ai dit aux journalistes qui essaient de temps en temps récupérer le concept journalisme engagé. Je vous ai toujours dit ici, son géniteur, c'est Pascal Ouandji, il n'y a pas autre personne. Mais j'entends des gens qui, à l'époque, lorsqu'on engageait le débat, n'étaient même pas journalistes. Aujourd'hui, ils se disent, ils ne comprennent même pas le contenu. C'est moi le géniteur. Lorsque vous pondez une idée, après réflexion, ça fait mal lorsque vous entendez d'autres personnes récupérer la même idée. Il fallait la sécuriser, cette Non, mais, idée. selon vous, j'allais la sécuriser comment? L'honnêteté, simplement, il fallait qu'ils disent, cette idée, je l'ai eue de la part de mon petit frère, Pascal Ouandji. C'est très simple. Donc, c'est mon idée. Voilà, votre idée, beaucoup s'interrogent également aussi par rapport au temps. Pourquoi seulement aujourd'hui, il y a quelques mois de la fin du mandat, pourquoi seulement on sort cette idée-là? Mais vous savez, on Là, revient on dit par rapport à vous et les autres qui émettent cette idée par rapport mais ça confirme la thèse. Parce que le passé n'a pas eu un temps favorable pour qu'on engage un tel débat. Avec trop de contestations. Contestations électorales, contestations de composition des familles politiques avec le FCC, vous savez. Et aujourd'hui, c'est normal qu'on réfléchisse. Lorsque les têtes s'apaisent. Mais ce n'est pas forcément que cela se fasse avant les élections. On peut le faire après les élections. On peut voir comment rendre notre constitution plus souple. Pour allonger des dispositions qui peuvent permettre le développement du pays. Réfléchir en ça, je crois qu'on ne peut qu'encourager. Et moi, Pascal, j'ai avancé cette idée, n'est-ce pas, que j'estime objectivement, en tout cas intéressante, du fait qu'elle va aider celui qui est élu d'avoir le temps, un temps suffisant de pouvoir gérer le pays et va nous éviter beaucoup de contestations parce que souvent, avant comme après les élections, les contestations se soldent par des cas déplorables, il y a des morts, il y a des ceci, il y a des cela. Alors si on peut les éviter parce qu'on aura un temps de la gestion pour un président élu, je crois que c'est une bonne chose. L'homme est naturellement insatisfait. Patrick, vous avez quelque chose à mettre aussi par rapport à ça. L'homme est naturellement insatisfait. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler 9 ans, quand on aura 9 ans, on va chercher encore à avoir plus que ça? Évidemment, merci de me lancer la perche. Sans entrer dans la bisbille entretenue par mon grand frère pour qui j'ai beaucoup d'admiration, moi je suis par contre d'avis opposé. Le problème du Congo, ce ne sont pas les textes, premièrement. Je crois, et j'ai toujours cru que le problème du Congo, c'est son personnel politique. On a beau produire les textes, je dirais, les plus parfaits. Mais si on a dans l'arène politique le personnel politique que nous avons depuis des décennies, rien ne changera. Rien ne changera. Il faut qu'à un moment, que nous, en tant que Congolais, que nous nous arrêtions et que nous nous demandons quel genre, pour un peu paraphraser, bien que je ne le porte pas dans mon cœur, mais ça, je dirais, son cri de cœur vaut son pesant d'or. Quand il dit « Oyo peuple andengedin », je parlais là de Buketchi. Quel genre de peuple sommes-nous? Quel genre d'hommes sommes-nous? Quelles sont les valeurs que nous portons? Je pense que le débat, le vrai débat, il est d'abord là. Maintenant, s'agissant de la durée, là encore, après avoir réglé le problème du personnel politique, il sera de bon ton de voir où nos textes ne nous permettent pas d'aller aussi vite que nous voulons par rapport au développement du pays, par rapport, je dirais, à la construction du pays. Je ne pense pas que accorder un mandat de 9 ans à un politicien va résoudre le problème de développement, les problèmes de, je dirais, d'asseoir la démocratie, d'asseoir l'état de droit. Non. Ça ne changera rien. Ça changera pas grand-chose. On a eu un président qui a fait 32 ans. On a eu un autre président qui a fait 18 ans. Quoique ce n'était pas de façon, s'agissant de Kabila, ce n'était pas de façon automatique, comme ce fut le cas avec Mobutu, mais on a constaté avec Mobutu qu'il y a ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Le pouvoir
je ne sais pas comment ils font, mais le pouvoir, ça lasse. Ça lasse. Et vous perdez quelque part en cours de chemin cette espèce de, je dirais, d'éclairage, cette espèce de vision qui doit être renouvelée. Vous ne pouvez pas tout bonnement demander à ceux qui n'ont pas, je dirais, remporté les élections, de patienter pendant 9 ans. C'est trop. Hein. C'est trop. Il faut que le peuple, dans un temps bien indiqué, dans un temps bien raisonnable, ait la possibilité de juger ceux qui sont au pouvoir pour dire, vous avez bien fait, vous continuez. Vous n'avez pas bien fait, stop, vous dégagez. Mais 9 ans, c'est beaucoup trop. Moi, si je peux abonder dans ce sens, je pourrais peut-être parler de 7 ans non renouvelables. Ça... Qu'on ajoute encore 2 ans. Non. Parce qu'on est à 5 ans, non? On est à 5 ans. Je dis, si on doit ergoter sur, je dirais, comment on appelle ça, le temps du mandat, M. Ndaïwel, bon, M. Ndaïwel et mon grand frère Pascal, je préfère les jumeler. Ils ont réfléchi et ont proposé 9 ans. Moi, j'estime que 9 ans, c'est beaucoup. À défaut de 9 ans, moi je dis, si on doit vraiment un jour changer cette assise, disons 7 ans. Pourquoi rajouter 2 ans? Est-ce que vous comprenez le cheminement de... Si, vous avez dit que ça ne sert à rien, même si... J'ai dit, je ne suis pas dans cette logique forcément. Oui. Je pense que 5 ans, si... vous savez que si on donne d'autres personnes, non congolais, bon, je ne dirais pas forcément non congolais, mais vous savez que certaines personnes avec 5 ans, ils sont à même de développer un pays. C'est vrai. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que 5 ans, c'est... Non. Avec 5 ans, on peut mettre les bases. Avec 5 ans, on peut faire... Il n'y a qu'à voir actuellement. Si nous comparons les 5 ans de M. Tshisekedi aux 18 ans de M. Kabila, vous constaterez que Tshisekedi fait aussi bien et parfois mieux que les 18 ans de Kabila. C'est-à-dire que ce n'est pas question simplement de temps que l'on accorde. En termes de production, en termes de réalisation, vous allez voir tout compte fait, si ce n'est pas égal, mais dans certains secteurs, il y a M. Tshisekedi dépasse largement les 18 ans de M. Kabila. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une question de temps accordé. C'est une question de volonté, c'est une question de vision. Parce que parfois, plusieurs arrivent au poste de commandement sans avoir une vision claire, c'est-à-dire une idée précise de comment il veut amener les choses d'un point A à un point B. C'est là le souci, c'est là le problème. Mais si on doit quand même ergoter sur le temps, je pourrais, si je dois abonder dans le sens de mon aîné Pascal et de professeur Isidore, je dirais, non, allons pour un 7 ans non renouvelable. Parce que 9 ans, ça semble beaucoup. Mais pour moi, si on reste dans le format 5 ans, plus 5 ans, et on nous débarrasse une fois pour toutes de, je dirais, cette ambiguïté entretenue par un camp qui semble nous dire qu'après 5 ans et une fois 5 ans, on peut encore revenir. C'est encore là. Ce genre de choses qu'on doit... Parce qu'après avoir fait 10 ans de pouvoir, qu'est-ce que vous allez donner encore que vous n'avez pas su donner quand vous avez eu 10 ans de pouvoir? Qu'est-ce que vous allez encore donner? D'ailleurs, s'agissant de la personne pour qui ces aficionados plaident, il a eu 18 ans. Qu'est-ce qu'il va encore apporter qu'il n'a pas su apporter dans les 18 ans dont il a bénéficié? Revenir pour corriger, rectifier les tirs. Donc, ces aficionados estiment ou estimeraient que pour que le Congo se développe, parce que ici, nous parlons Congo, donc ils estiment que la seule personne, même dans leur camp, qui a les aptitudes de corriger ou bien de faire développer le Congo, ce n'est que M. Kabila. Arrêtez de nous moquer des 100 millions de Congolais.
Merci Patrick. Patrick et Ali. Alors, c'est très important, oui, c'est cela l'intelligence même du débat. C'est très important. Et vous voyez, cette dialectique va permettre à nos téléspectateurs de tirer substantiellement quelque chose d'essentiel. Je suis très d'accord avec Patrick lorsqu'il évoque la question de l'homme. Oui, effectivement, c'est l'homme. Mais comment créer ce paradigme qui fera que, du coup, on arrête ce temps pour qu'on ait un nouveau homme? C'est là le problème. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on sortait des indépendances, les chefs d'État ont eu tendance de rester longtemps au pouvoir. Et, dans le cas de la République Mukatu du Congo, Mobutu est allé jusqu'à proclamer le retour à l'authenticité. Il voulait qu'on revienne dans nos valeurs. Mais peut-être que la manière de faire a posé problème. Effectivement, il y a problème d'homme. Là, je suis très d'accord avec lui. Question de voir, même lorsque nous organisons les élections. L'objectif des élections, c'est lequel? Je vous ai toujours dit ici, faire la sélection à travers le choix de la population des meilleurs d'entre nous. Mais qu'est-ce qu'on constate? Même lorsqu'on va aux élections, au lieu de faire le choix sur les meilleurs, parfois on fait le choix sur les médiocres. Quand vous envoyez les médiocres au Parlement, les conséquences sont réelles. Le travail produit par les médiocres sera médiocre. Vous êtes dans un combat. Vous vous engagez dans un combat. Vous obtenez ce que vous cherchiez depuis tous ces temps. Mais lorsque vous avez une portion de responsabilité, ceux qui vous agglutinez dans le combat sont ailleurs et vous prenez les frères et sœurs. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Le résultat ne sera pas conséquent parce que ceux qui viennent s'improviser à cet instant-là n'ont pas la vision de votre élite. C'est un problème d'homme. De ce point de vue, il n'y a pas de débat parce que le souhait qu'on ait des bons hommes dans la gestion de l'État. Mais comment serons-nous à mesure d'arrêter du coup pour avoir des bons hommes? Non. Voilà pourquoi, partant de l'expérience, moi je vois comment les élections ont été organisées. Les conséquences qui en découlent. Si nous étions un État assis, où on sait que lorsqu'on va aux élections, Patrick est élu, moi Pascal j'ai perdu, je prends mon téléphone, j'appelle Patrick. Je dis félicitations mon frère. C'est une bénédiction spirituelle déjà en même temps. À ce moment-là, l'année après les élections sera bénéfique parce que Patrick va travailler paisiblement. Et les 5 ans en question, il aura travaillé pour le pays. Mais lorsque déjà, on sort des élections, je vois que Patrick est élu, mais je suis le premier, question d'homme revient, à m'opposer au résultat, même en étant conscient que c'est Patrick qui est élu. Mais c'est la démocratie. Non, c'est pas ça la démocratie. Ailleurs, ça ne se fait pas comme ça. Et on crée des problèmes pour perturber même le bon fonctionnement des institutions. Et nous perdons toute une année. La dernière année, c'est la même chose. Est-ce comme ça que je dis, vous allez vous rendre compte, parce que vous avez cité le cas du président Tshisekedi, mais il est extraordinaire. Est-ce que c'est que je le dise? Parce que lorsqu'il compare les temps de Tshisekedi par rapport à Kabila, il parle de 18 ans, mais Tshisekedi, je peux parler de 3 ans. C'est pendant 3 ans que Tshisekedi a travaillé. C'est extraordinaire. Alors, vous voulez dire quoi? Qu'on laisse un temps pour les disputes, les contestations, et puis un temps, oui, d'avoir ces hommes-là, ces hommes d'État, de mon point de vue, qui après les élections savent remercier celui qui est élu. Ça n'arrivera jamais parce que... Comment ailleurs ça arrive? Ça n'arrivera jamais. Parce qu'il s'agit de la démocratie. Vous parlez de la démocratie. Oui. En France, lorsqu'on fait les élections, le même jour où on proclame le résultat, ça fait comment? Aux États-Unis, lorsqu'on proclame le résultat, ça fait comment? Le même jour. Parce que vous parlez de la démocratie. C'est comme ça que moi, quand je vois la Constitution et même la démocratie en question, pour nous, qui philosophons, nous disons c'est une idole qui nécessite aussi une réflexion pour l'adapter au modèle africain. Ça, c'est notre débat. Mais en toute réalité, ici, c'est que nous avons souvent des problèmes. Moi, j'ai réfléchi au regard de ce que nous avions connu en 2006, 2011 et 2018, et j'ai fait une proposition pour qu'au lieu qu'il y ait un mandat, parce qu'au finish, qu'on veuille ou non, c'est lui qui est au pouvoir bénéficie toujours d'un deuxième mandat. Donc les 10 ans en question, c'est parfois automatique. On peut estimer que c'est beaucoup, mais il va accomplir les 10 ans, parce qu'il aura un deuxième mandat.
Merci, Pascal. Voyez-vous? Alors, les 10 ans en question, c'est déjà là. Mais le problème, c'est que sur les 10 ans là, vous allez voir, parce que nous organisons 2 fois les élections dans cet espace, et nous avons 4 ans de problèmes. Je suis par rapport aux problèmes. Donc, je suis en train de voir les problèmes qui se posent souvent. Mais il faut un temps pour les problèmes. C'est un peu comme ça a été avec on peut éviter les FCC temps-là. cash, il y a eu les temps des Trop de blocages. tensions, Et nous puis perdons maintenant, des vies humaines, nous perdons ceci, ainsi de suite. Si on peut voir intelligemment, parce qu'on sait que lorsqu'on a un mandat, on aura toujours un deuxième mandat, mais de préférence, nous vous donnons du coup, et nous verrions la disposition. Nous la rendons très intangible. Merci, Pascal. C'est tout. Alors, on passe à un autre sujet. On continue avec l'élection ou bien le budget 2024. Oh, les élections. Les élections, hein. À toute transition trouvée. Et voilà, les élections, hier, c'était la clôture des dépôts des candidatures pour la députation provinciale. On dit qu'il y a un engouement terrible. Il y a même des candidats qui étaient assis par terre là pour déposer leur dossier. Toujours le dernier jour. C'est parce que les gens doutent de la tenue des élections. Ils ne croient pas, ils voient tout ce qui entoure ce processus-là. Qu'on y va quand même le dernier jour, qu'on dépose quand même s'il n'y aura pas élection. Je retiens 2 phrases que vous avez dit. Oui. Même s'il n'y aura pas élection. Et vous avez dit précédemment, les gens doutent qu'il y aura élection. En tout cas, la CENI et le gouvernement posent des actes pour démontrer aux sceptiques qu'il y aura élection. Mais de l'autre côté, vous avez l'opposition qui pose des actes et qui multiplie les déclarations pour faire croire qu'il n'y aura pas des élections. C'est cela le problème. Vous avez même vu, non, je dirais que vous avez lu certains, je dirais, journalistes et politiciens proches de l'opposition dire qu'il y a un dialogue en gestation. Ça se raconte. Ça se raconte. On a même vu dire que M. Lengankoyi s'est déplacé pour cette perspective-là. En réalité, madame, c'est l'opposition qui ne veut pas des élections. C'est pas la réalité qu'on est en train de vivre avec des cartes sur la photo de ces même pas. Non. Il ne faut pas confondre les quelques difficultés rencontrées dans le processus Énorme. à la... Non. Madame, s'il y avait autant de cartes qui étaient, je dirais, de mauvais état, on allait voir des milliers et des milliers de gens devant les points focaux où la CENI a demandé aux électeurs d'aller faire du duplicata. J'étais samedi à la commune de Calamou, je n'ai pas vu plus de 100 personnes. Les gens en ont marre, ils ne veulent pas se déplacer parce que là, c'est Non, plus agaçant. non, il ne faut pas faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Il faut parler pour votre propre compte. On est journaliste. Personnellement, moi, j'ai ma carte en bon état. Et quand je suis parti, comment vous pouvez expliquer, si je suis votre explication, qu'une personne qui souhaite avoir une carte, on lui dit, il y a possibilité de faire un duplicata, et vous dites que non, les gens en ont marre. Ils ont marre de quoi? Parce qu'il y a un problème avec certaines cartes. On leur donne la possibilité. Et vous dites que ces gens en ont marre. Non. Le véritable problème ne se situe pas au niveau des difficultés rencontrées. Le véritable problème se situe au niveau de, je dirais, l'incapacité de l'opposition à faire bouger les choses dans son sens. Et cette incapacité pousse l'opposition à solliciter un dialogue. C'est cela le vrai problème. C'est cela l'enjeu aujourd'hui. L'opposition n'est pas prête à aller aux élections. Parce que, madame, on ne va pas se voiler la face. On est habitué dans ce pays à faire du lobby, en France, aux États-Unis, en Belgique, pour influer la cour des événements. Mais tous les lobbies qui ont été opérés par l'opposition se sont soldés au nom de Bouddha. Pourquoi? Parce que généralement, ces chancelleries, qu'est-ce qu'ils disent? Si vous voulez que les choses changent, si vous voulez que nous vous appuyions, il faut que sur le terrain, que nous observons un rapport de force. Que nous observons que le peuple est derrière vous, et derrière vos revendications. Madame, dites-moi, quelle est cette manifestation faite par l'opposition qui a soulevé le peuple, qui a drainé un monde?
où on sent que le peuple est avec l'opposition. Et que le peuple... On mesure cela par rapport aux manifestations? Et vous mesurez ça par rapport à quoi? Je pose la question. Non, cela va de soi. Ouais. À l'époque de l'UDPS à l'opposition, et l'opposition, l'UDPS en particulier, avait initié ce qu'elle a appelé jeudi serveur. Sont désemparés. Pendant 2 mois, on a vu l'UDPS devant la CENI. Cette opposition a dit qu'elle allait faire pareil. Une seule tentative, échec total, c'est fini. On a vu cette opposition se rassembler dans ce qu'elles ont appelé bloc patriotique, avec comme autorité morale le cardinal et l'abbé Chol. Elles ont tenté 2 marches et demie, et puis plus rien. Jusqu'à ce que même les CD aient allé se chamailler avec l'abbé Chol. Ah bon? Bah, vous n'avez pas vu l'image d'un des cadres de l'ECD, le nom Alors, m'échappe. parce que vous voulez dire quoi par là? Si vous ne comprenez pas, ceux qui me suivent En comprennent. plus bref, voilà. Ceux qui me suivent comprennent. L'opposition est en train de multiplier les stratégies, les déclarations pour faire enrayer ou faire stopper le train des élections. C'est l'opposition qui n'est pas prête. Chose qui ne va pas se faire. En tout cas, à l'allure où vont les choses, il y a eu dépôt de candidature pour les nationales, contrairement à ce que l'opposition a voulu faire croire, comme quoi il n'y avait pas d'engouement, il n'y avait pas... On a enregistré combien encore pour le national? 25 000, je ne sais pas combien. Bien que je suis contre cette multitude de candidatures, mais cela veut attester qu'il y a des gens qui ont déposé massivement. Pareil, vous avez signalé l'engouement qu'il y a eu. L'engouement qu'il y a eu pour les provinciales. Cette CENI va même, je dirais, organiser les élections communales, chose qui n'a jamais été faite. Donc, les quelques... Que dans les chefs-lieux de province, c'est pas partout. Hein, que dans les chefs-lieux. C'est une précision qui vaut son pesant. Donc, je disais, les difficultés, il y en a des difficultés, mais ce ne sont pas des difficultés majeures. Merci. Qui peuvent faire croire à ce jour qu'il n'y aura pas la tenue des élections. Merci Pascal, parce que l'allure vend les choses. C'était Patrick. Il y a aussi les doutes. Hein? Merci, je dis merci Patrick. Pascal, il y a des doutes sur la tenue des élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'à ce stade, ça devient irréversible, l'organisation des élections. C'est vrai que beaucoup, au départ, n'ont pas cru parce que l'accusation était le pouvoir ne veut pas organiser les élections. Le pouvoir ne veut pas financer la CENI. Et donc, le pouvoir n'est pas prêt pour organiser les élections. M. Tshisekedi veut aller au-delà de la date. M. Tshisekedi ne veut pas des élections. Ce sont les arguments qui ont été avancés. Mais vous allez vous rendre compte que cette opposition, aujourd'hui, n'est plus structurée. Et je vais vous le démontrer. À un moment, nous avions vu Matata aller chez Martin Fayoulou. L'objectif était d'avoir la bénédiction politique. Il n'était pas accepté à l'opinion. Il fallait chercher comment se faire accepter à l'opinion. Et naïvement, je continue, naïvement, M. Martin Fayoulou lui a accordé une réception. On a vu Moïse Katumbi, parce que vous savez, il a beaucoup tergiversé. À un moment, il était avec Martin Fayoulou, il est allé chez Tshisekedi, il revient chez Martin Fayoulou. Alors maintenant, il fallait cette bénédiction aussi. Il a organisé une rencontre à Lubumbashi, tout le monde est parti. Il a eu cette bénédiction. Mais vous allez vous rendre compte aujourd'hui, pour les élections, le camp ensemble a déjà déposé les candidatures à la députation nationale et provinciale aussi. Mais Martin Fayoulou, les CID et la Mouka n'ont pas déposé de candidatures à la députation nationale et provinciale. Mais Martin lui-même vous dit, il ira comme candidat à la députation, enfin, à la présidentielle. C'est déjà un problème. Donc là, il n'y a plus harmonie. Il n'y a plus harmonie avec les autres. Ils sont en dysfonctionnement. Le camp Kabila, n'ayant pas accepté d'aller prendre l'enrôlement, ils se sont écartés depuis très longtemps. Donc, ils ne sont pas dans l'opération. Donc, vous comprenez qu'on n'a pas une opposition structurée pour une cause, pour un combat essentiel. Et là, ça devient un problème très sérieux. Maintenant,
Nous devons revendiquer l'organisation c'est leur ou non. stratégie, non? Non, ce n'est pas une stratégie. Ça peut être leur stratégie C'est pour pas une bien stratégie. C'est pas une attaquer stratégie. C'est une des organisations l'adversaire, simplement. oui. Vous savez, ceux de FCC aujourd'hui regrettent beaucoup. Ils se disent qu'est-ce que nous avons posé comme acte? Qu'est-ce que nous avons fait? Les gens avaient celui qui était le candidat là, c'est qui encore? Chadari. Voyez-vous? Il ne sait plus le supporter. Parce que c'est lui qui avait appelé les autres à ne pas aller prendre l'enrôlement. Aujourd'hui, ils sont écartés totalement. Mais maintenant, quelle opposition nous allons parler maintenant? Parce que les visions sont différentes. Si Martin Fayoulou veut réclamer aujourd'hui, il va vouloir qu'on réouvre les bureaux pour le dépôt des candidatures à la députation nationale et provinciale, ce qui ne sera plus possible à ce jour. Si le FCC réclame, va vouloir qu'on recommence l'opération de l'enrôlement, ce qui ne sera plus possible. Et ceux d'ensemble ne vont plus réclamer parce qu'ils ont déjà déposé les candidatures. Justement, pour des élections inclusives, on doit mettre tout le monde L'inclusivité, c'est d'accord. quoi? Et voilà, il n'y aura pas élection cette année. J'essaie d'expliquer parce qu'il n'y a ce pas concept. d'inclusivité. J'essaie d'expliquer ce concept de temps en temps. L'inclusivité, c'est quoi? Est-ce que c'est la participation de tous obligatoirement? Est-ce que c'est la participation de tous, n'est-ce pas, de fait? Est-ce que c'est la participation de tous par nécessité? Moi, Pascal, vous m'appelez à aller aux élections. De ma chambre, je dis, je ne viens pas. Parce que ce n'est pas des bonnes élections. Non, vous dites, bon, comme lui ne vient pas, nous n'organisons pas les élections. Et pourtant, c'est moi-même, dans mon ipséité de ma conscience, je dis, je ne vais pas. Mais cela ne peut pas maintenant conditionner la participation de tous du fait que moi, individu, j'ai dit, je ne pars pas. C'est moi qui ai refusé. Qu'est-ce qui a été mauvais pour refuser? L'opération de l'enrôlement. Est-ce qu'on peut refuser? La raison était... On ne fait pas marche en arrière. Non, mais c'est justement parce que, excusez, lorsque nous parlons de l'opposition, il faut intégrer le FCC, il faut intégrer l'ensemble, il faut intégrer la MOUCA. L'analyse doit tenir compte du comportement du FCC. Là, nous sommes dans l'opération de l'enrôlement. Le comportement de la MOUCA dans le dépôt des candidatures à la députation nationale et provinciale. Et s'il faut parler de l'ensemble, on voit leur attitude par rapport à ces opérations, parce qu'ils ont eu à participation, ils ont eu à participer et à l'enrôlement et au dépôt des candidatures. Donc, le combat de l'ensemble n'est pas le combat de la MOUCA, le combat de la MOUCA n'est pas le combat du FCC, et donc l'opposition n'est pas structurée. De cette manière-là, lorsqu'il faut maintenant penser à aller participer, vous n'allez pas les réunir pour qu'ils dégagent une même idée. Ça ne va pas marcher. Merci et Pascal. Aussi Olengankoy, je termine par là. Oui, très vite. Je comprends le combat de Olengankoy parce que lorsqu'il lui a déposé les candidatures pour le compte de son parti politique, ils n'ont pas atteint le seuil. Ayant compris qu'ils sont en train d'être écartés, il faut se décarcasser rapidement pour qu'on voit comment les réintégrer. Mais nous devons aussi nous dire, nous devons nous interroger, nous devons réfléchir. Le CENSA, c'est le Conseil national de suivi de l'accord. Il s'est agi de quel accord, Patrick? Je pense que c'est de l'accord de Saint-Sylvestre, qui avait comme objectif l'organisation des élections, parce que simplement, nous avions dépassé le temps prévu par la Constitution, qui voulait que les élections s'organisent en 2016. Comme on appelle les élections en 2016, nous sommes allés en 2018. C'est pendant ce temps qu'on a créé, n'est-ce pas, ce conseil pour permettre que les uns et les autres acceptent qu'on aille jusqu'à ces élections. À partir du moment où on organise ces élections, de mon point de vue, ce conseil n'existe plus. Et voilà, voilà pourquoi je dis, ce que Olengankoy fait là, c'est pour le jeu personnel, pour ses intérêts personnels, parce qu'il a vu qu'il est déjà écarté le fait de n'avoir pas atteint le seuil. Merci. Projet de budget 2024. Pardon, il y a deux éléments importants que je souhaiterais ajouter. S'agissant vous avez parlé d'inclusion. Que je sache, à ce stade, aucun candidat n'a été exclu. Aucune liste n'a été exclue. Seules les listes n'ayant pas rempli les conditionnalités ont été mises de côté. Permettez-moi de signaler que c'est tout de même assez ubuesque qu'une personnalité se dise vouloir prendre le pouvoir, mais soit incapable d'aligner des candidats suffisamment pour atteindre le seuil. Je parlais là du docteur Mukwege. Donc, il y a des personnes qui
agité, 300 poussé, seulement, hein, 300 candidats seulement. je dirais bousculé par, je dirais, une nomenclatura des personnes qui ont leur propre intérêt, poussent quelqu'un à devenir président, donc à prendre le pouvoir, mais on constate que cette personne-là n'a lui-même pas d'ambition, n'a lui-même pas de perspective, incapable de mettre autant de députés pour atteindre le seuil. Ça, c'est première réflexion. Deuxième réflexion, je vous donne cette information. Monsieur Nabenchole, avec son condisciple Monsieur Nsenga, ils sont allés, là ils ont l'habitude d'aller accuser le pays, accuser la CENI, accuser. On leur a reçu. Ils avaient comme revendication, ils portaient, parce que il est de notoriété publique, qu'ils sont aujourd'hui le relais de l'opposition d'un certain candidat ou d'une certaine famille politique. Ça, c'est vous qui les dites. Hein? C'est les faits qui les démontrent. Ils sont allés. Mais madame, je vous ai parlé ici du bloc patriotique, dont l'autorité morale était le cardinal. Oui, allez-y. Mais alors, donc, ils sont allés plaider ou faire le relais de la famille politique pour lesquelles ils sont engagés. Le mot n'est pas assez fort. On leur a demandé, qu'est-ce que vous reprochez à l'audit qui a été fait? Donnez-nous des faits, des preuves probants. Comme ça, on va vous suivre. Aucune réponse. Quoique je sois contre les immixtions des chancelleries, il leur a dit même, on ne peut pas simplement vous suivre à cause de vos états d'âme. On ne peut pas simplement à cause de votre parole, et qui n'est pas parole d'évangile. On peut aussi référer sur cette audit si on sait qu'il n'y a rien à craindre, rien à réfléchir. Madame, on les a posé la question. Qu'est-ce que vous reprochez à cette audit? Donnez-nous les faits, comme ça, nous, on va vous suivre dans votre revendication. Vous avez lu, entendu une chancellerie remettre en cause cette audit? Preuve encore, s'il en fallait, de l'échec de l'opposition. Et monsieur Katumbi. On doit refaire si une chancellerie remet en cause. On dépend maintenant des chancelleries. Mais vous faites l'effort de ne pas me suivre. J'ai bien dit dans mon propos que je suis contre les immixtions. Oui. Mais comme c'est la logique, comme c'est la logique de certains Congolais, qui au lieu, je le disais tantôt, au lieu de faire un rapport de force, c'est-à-dire un rapport de force, mettre le pouvoir au pied du mur à travers des manifestations qui vont contraindre le pouvoir en place, eux, ils misent plus sur le lobby. Et dans leur process de lobby, ils n'ont pas atteint certains objectifs. Entre autres objectifs, ils avaient l'objectif de faire arrêter la CENI dans son processus. Et ils n'ont pas eu gain de cause. Monsieur Katumbi, sachant cela, il s'est dit, vaut mieux aller postuler. Et monsieur Fayoulou, qui rêvait, pensait que le lobby allait fonctionner, il a boycotté et le train, et comme l'a dit mon aîné Pascal, le train ne va pas s'arrêter. Merci. On parle budget 24, budget 2024 chiffré à plus de 40 milliards de dollars de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport à la loi des finances de 2023. 40 644 milliards de francs congolais, 16 milliards de dollars. On parle d'un accroissement. Et beaucoup, ce sont des chiffres impressionnants, Patrick y allait, par rapport au quotidien de la population. Oui, il y a un contraste. On ne va pas se le cacher, il y a un contraste saisissant, il y a une adéquation, sans être un pro de l'économie, mais cela va de soi à cause de l'inflation. Nous subissons une inflation mondiale. Les gens qui voyagent de temps en temps savent que l'inflation est mondiale. Et la RDC, qui est un pays qui ne produit pas, qui est un pays essentiellement exportateur, vit de plein fouet cette inflation. Maintenant, cela étant dit, on ne va pas se cacher derrière cette inflation mondiale. Il faut que ce budget-ci, et d'ailleurs il faudra commencer par la reddition des comptes du budget passé, il faudra que, une fois pour toutes, que la ventilation du budget soit respectée, non seulement respectée, mais que cela produise des effets. Sinon, comme vous le dites, comme tout le monde va maintenant le croire, on va penser que ces chiffres ne sont que chimères.
on va penser que ces Fantôme. chiffres ne sont que de la poudre de perlimpinpin, alors que nous savons que ces chiffres sont réellement mobilisés. La RDC aujourd'hui a démontré avec l'IGF, là on salue l'implication, a démontré que la RDC, sans appui extérieur, a la capacité de mobiliser de l'argent. Maintenant, ce problème étant résolu, c'est maintenant l'affectation qui pose problème. La répartition. La répartition, la ventilation. Inéquitable. C'est là où il y a le problème. Aujourd'hui, on peut saluer l'IGF ainsi que le gouvernement dans sa capacité à mobiliser. Mais on ne doit pas se féliciter, se gargariser pour dire que nous mobilisons autant. Que faisons-nous de ce que nous mobilisons? C'est là le vrai problème. C'est là la vraie question. Là où, dans le gouvernement, dans le régime passé, ils étaient incapables de mobiliser, ils s'arrêtaient à combien? 4 milliards 4 milliards 4 milliards. 4 milliards. Vous nous avez démontré que le Congo a les potentialités. Et d'ailleurs, si on fait foi à ce que disait M. Luzolo Bambi en son temps, on a la capacité d'aller au-delà des chiffres qui nous sont présentés aujourd'hui. C'est un challenge qui aujourd'hui réussit. Ok, félicitations. Mais on ne peut pas se contenter, se féliciter du fait que nous mobilisions maintenant autant d'argent. Ce combat qui doit être mené, c'est le combat de la répartition, c'est le combat de l'affectation. On ne le dira jamais assez, c'est mettre fin au train, je dirais, exorbitant de certaines institutions. Voilà. C'est cela le vrai problème. Voilà, Pascal Oonje, on parle de l'accroissement, mais la répartition, comme vient de dire Pascal, pourquoi on n'arrive pas vraiment Parce que, à bien madame, répartir, que la population sente vraiment ce budget-là? Ouais. Au-delà de l'aspect social, tout ça, moi j'ai un gros souci avec l'enseignement primaire et secondaire. L'occasion faisant le larron. Chaque année, quand il y a publication des examens d'État et que je vois la qualité des personnes diplômées, j'ai mal. J'ai mal. Il faut que le gouvernement, il faut que les institutions s'arrêtent. La gratuité, formidable. Mais cette seule gratuité ne peut pas suffire à corriger les insuffisances que nous voyons en termes de qualité de nos enfants. Il faut rehausser le budget de l'enseignement. Il faut le rehausser. Il y a 2 budgets, 2 rubriques pour lesquelles le gouvernement doit se serrer la ceinture et mettre le paquet. C'est la défense et l'enseignement. La défense et l'enseignement. Avec la défense, on le voit, mais je pense qu'il faut encore aller de l'avant. Mais permettez-moi de plaider pour l'enseignement. Il faut qu'il y ait un réajustement. Il faut qu'il y ait mise à jour des qualités des enseignants. Mise à jour des qualités des enseignants. À défaut, il faut changer le programme. Changer le programme. C'est-à-dire mettre plus l'accent sur les filières professionnelles. Arrêtons de mettre les enfants dans les sections latin philo. Il y en a beaucoup plein. Il y en a beaucoup trop. Privilégions les sections professionnelles. L'agronomie, l'électricité. Poussons là. Parce que là, il n'y a pas un impératif de connaissance de la maîtrise de la langue de Molière. Parce que quand je vois un diplômé qui est diplômé en latin philo, qui a du mal à aligner une phrase de quelques 20 mots, dans une phrase de 20 mots, la personne te fait 40 fautes. C'est quand même grave. Il faudrait qu'on fasse un point et réfléchir sur ce genre de questions. Voilà. Le budget, je disais, la question elle a déjà été posée. Hein. La répartition, on a du mal à qu'il y ait une cohérence entre les budgets et la vie de la population. Je suis très d'accord avec Patrick parce que lorsqu'il évoque la participation, comme vous aviez parlé, et puis de notre économie qui est extravertie, nous importons tous, et à ce moment-là, la politique de l'économie est dictée de l'extérieur. Et nous connaissons le choc. Nous devons féliciter ici qu'au moins un grand effort parce que nous commençons à produire aujourd'hui, on parle d'autant de milliards. Si nous allons atteindre 20 milliards comme budget, 25 et 30, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, on revient à la répartition. J'ai vu dernièrement un décret du Premier ministre sur les entreprises publiques. Les mandataires passifs vont commencer maintenant à recevoir le salaire à la fin de chaque mois.
Et je dis, les passifs ne sont plus passifs cette fois-là, ils deviennent actifs. Si hier, ils vivaient des jetons, aujourd'hui, ils auront des salaires à la fin de chaque mois. Curieusement, quand vous faites la comptabilité des PCA à travers la République, à travers nos entreprises, nombreux sont des parlementaires. Si vous faites la comptabilité des administrateurs dans les entreprises, dans nos sociétés, nombreux sont des parlementaires. Mais regardez la répartition là où le problème se pose. D'un côté, les mêmes personnes sont payées comme députés, 21 millions selon ce qu'on a toujours dit. De l'autre côté, ils seront payés comme mandataires, autant de millions comme nous avions vu dans le décret, Gaspillage. mais une seule personne. Et pourtant, le cas enseignant, comme a parlé Patrick, la prise en charge pose problème. Mais un individu qui reçoit de la caisse d'État 2 fois et son salaire va au-delà de 50 000 $ américains. Le cas de PCA, qui est mandataire en même temps, le cas d'un administrateur qui est mandataire en même temps. Et pourquoi? Voilà pourquoi je plaide. Là aussi, on va dire, non mais, il faudrait, ça c'est mon idée encore. C'est mieux qu'on fasse comme on le fait pour un mandataire, enfin, un parlementaire qui devient ministre. La loi est souple là-dedans. Lorsqu'un parlementaire devient ministre, il va comme ministre, il démissionne comme parlementaire, il est remplacé par son premier suppléant, comme ils se sont protégés, mais avant c'était quand vous partez pour toujours. Mais aujourd'hui, vous partez, lorsque vous n'êtes plus membre du gouvernement, vous rentrez au Parlement et votre suppléant vous cède la place. Qu'on les fasse autant pour ceux qui seront nommés comme PCA ou administrateurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ceux-là sont payés à la fin de chaque mois. Avant, c'était parce qu'ils vivaient des jetons de présence. Et voilà pourquoi on disait que comme ils vivent des jetons de présence, s'ils sont mandataires, ils peuvent encore rester mandataires. Mais aujourd'hui, ils sont payés à la fin du mois. Je propose qu'une fois qu'un mandataire est nommé PCA, il cède d'abord son fauteuil de député national ou du sénateur, il va comme PCA. Lorsqu'il aura, le mandat aura pris fin, il peut rentrer comme parlementaire. Autant pour les administrateurs. À ce moment-là, ça devient équitable. Parce que sinon, c'est déséquilibré qu'une personne obtienne de la caisse de l'État plus de 50 000 $ américains, alors que les autres les cherchent à peine 2 000 francs. Alors là, ça ne s'est pas équilibré. Déséquilibre total. Alors, c'est la fin de kiosque. Merci Patrick Eyalé. Merci. Pascal Ounje. Merci beaucoup à Karine Bébé, Moro Njambe, Bruno Ndinga, Alain Kabongo. Merci au coach Doudou Montiri. Madame, Monsieur, je vous retrouve mercredi avec un plaisir. Au revoir.